suis technicien hygiène sécurité responsable HSE préventeur. J'interviens avec le docteur que je vais laisser présenter, Anne Mbami Emo, qui est médecin du travail. Docteur, si vous voulez dire un petit mot sur votre rôle, médecin du travail. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc voilà, moi je suis docteur Anne Bamiemo, je suis médecin du travail chez HST depuis septembre 2023 et médecin du travail depuis 2004. Voilà, donc j'accompagne les adhérents dans la prévention du risque bruit, notamment par la réalisation des examens audiogrammes chez les salariés et aussi avec mes collaborateurs ergonomes par la réalisation des mesures de bruit directement en entreprise. Voilà, je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Docteur, vous pouvez couper votre micro. Merci. Alors, en une heure, on va essayer d'aller à l'essentiel. On vous implique le sommaire, qu'est-ce que le bruit, le fonctionnement de l'oreille, ça sera lié au médical, les conséquences sur la santé, c'est la partie médicale. De mon côté, on parlera de la réglementation, de la normalisation, des préconisations et de l'accompagnement. Dans les préconisations, vous aurez quelques conseils pour améliorer la prévention en entreprise. Qu'est-ce que le bruit? On commence par quelque chose de concret, hein. Tout le monde se pose la question. Eh bien, le bruit, c'est un son qui est formé par des vibrations et des ondes acoustiques. Je vous donne l'exemple, un ricochet d'un caillou d'un caillou sur l'eau, sur un étang, provoque des ondes. Eh bien, le bruit, c'est exactement pareil. On a le son impulsif. Le son impulsif, c'est le son qui est le plus agressif que le son progressif. Il est important de prendre en compte que le son aigu, aux alentours des 2000 Hz, est plus dangereux pour l'oreille que le son grave. L'humain, il est fait comme ça. C'est que, je vous donne des exemples. À la maison, lorsqu'on écoute de la musique, ou sur les smartphones, lorsqu'on écoute de la musique, on va toujours tendance à augmenter le volume vers des sons aigus. Les sons aigus vont détruire, on verra après, voire piller les cellules ciliées. Et puis, bien entendu, les fréquences données, elles sont en Hertz et représentent les vibrations par seconde. Donc, tout ça, c'est un ensemble. On vous a mis en place un petit schéma qui représente bien le bruit en rouge. Vous voyez très bien comment fonctionne le bruit. C'est vraiment des vibrations qu'il faut prendre en compte et surtout de retenir, et je me répète, c'est tout ce qui est en Hertz et les fréquences par seconde. Alors, on se pose tous la question, il est vraiment nécessaire de différencier le son du bruit. Le son devient un bruit lorsqu'il provoque une sensation auditive considérée comme désagréable. Je vous donne un exemple. Si vous êtes dans votre bureau et juste à côté vous avez un marteau-piqueur, vous allez ressentir ce son comme désagréable. Par contre, si vous êtes dans un bureau et vous écoutez de la musique classique, vous allez avoir une sensation agréable et vous allez éviter de ressentir des effets nocifs sur la santé. Il s'agit donc d'une notion subjective. Le même son peut être jugé utile, agréable ou gênant selon la personne qui l'entend et le moment où elle l'entend. C'est simplement, il faut prendre en compte plusieurs facteurs. Moi, je considère que certaines notes de musique sont désagréables pour moi, mais qui peuvent être agréables pour vous. La musique, certaines notes, aussi certaines fréquences de musique peuvent être désagréables pour vous, mais agréables pour moi. Il est important de prendre en compte lorsque le niveau sonore est élevé, quel qu'il soit, tous les sons sont perçus comme gênants et peuvent être dangereux pour la santé. C'est-à-dire que le son que vous entendez, il peut être agréable à un certain niveau sonore, mais désagréable à un niveau sonore élevé. On prend l'exemple social, vous êtes dans une salle de concert, vous aimez la musique ou vous aimez le chanteur, au bout d'un moment, lorsque le son devient volumineux, voire très fort, vous allez le percevoir comme désagréable, même si vous aimez la musique. Prenez bien ça en compte parce que pour la suite, ça va être important. On vous a mis quelques exemples. Vous avez le violon, vous avez le bureau avec vous isolez et vous avez le marteau-piqueur
Et nous, on rajoute aujourd'hui, avec le progrès, hein, les nouvelles technologies, vous avez les AirPods, c'est un exemple, qui, eux, bah, vous entendez un son agréable et qui peut venir gênant pour la santé. Le son est défini par une fréquence, comme je le disais tout à l'heure, elle est exprimée en Hertz, c'est le symbole de Hertz. Vous avez des infrasons à prendre en compte qu'on n'entend pas, mais que certains animaux entendent, c'est inférieur à 20 Hertz. Les sons graves sont compris entre 20 et 200, les sons médiums entre 200 et 2000, les sons aigus, retenez bien ça, entre 2000 et 20 000, et les ultrasons supérieurs à 20 000 Hertz. Le son aigu, je me répète, est le plus dangereux pour l'oreille que le son grave. Les fréquences sont représentées par des vibrations en secondes, ce que vous avez en dessous, et le son impulsif est plus agressif que le son progressif. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui va taper sur une enclume tous les 10 minutes, eh bien, il sera vraiment très très agressif par rapport à son activité et à l'activité environnante. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, qu'est-ce que le bruit? Niveau sonore dans la vie quotidienne. On vous a mis quelques exemples où le son est agréable, mais peut devenir gênant. Vous avez, à partir de les zones calmes, entre 0 et 20. Vous avez l'ambiance courante hein, dans le domicile, hein, entre 20 et 40. Il peut devenir gênant entre 40 et 60 dBA, voire pénible entre 60 et 80. Quelques exemples, à la maison, vous êtes dans votre bureau, sur un PC, on murmure, bureau calme, on a une sensation vraiment paisible de travail confortable. La conversation, elle est située entre 40 et 50 dB. Voilà. Quelqu'un qui crie ou qui appelle quelqu'un dans un couloir d'un bureau, vous allez passer d'un son agréable à un son gênant, voire pénible. Pour tout ce qui est conversation, c'est situé, je vais vous dire, je me répète, entre 55 et 75 dB, voire 85. Restauration, on vous donne quelques exemples. La restauration scolaire, vous êtes sur une situation pénible, on se met à la place de la restauration. Les coups de feu, en restauration scolaire, c'est situé entre 80 et 85 dB, voire au-dessus. Au-dessus, c'est vraiment pénible, au-dessus de 70 dB et jusqu'à 140 dB. Ça devient insupportable à partir de 120 dB. Je vous donne l'exemple d'une tronçonneuse à la maison, vous allez avoir des sons nocifs. Donc, au-dessus, retenez bien, au-dessus de 80 dB, ça commence à devenir un risque pour la santé, voire nocif, voire insupportable, voire douloureux. Le pire, c'est les turboréacteurs, les avions, les marteaux-piqueurs, voire la partie agricole, et voire aussi les chantiers. Tout ce qui est bruyant, au-dessus de 80, sont nocifs pour la santé. Retenez bien ce tableau-là, au-dessus de 80, ce sont des seuils qui commencent à provoquer des douleurs, voire des effets nocifs sur la santé. 85, on le verra après, c'est vraiment des seuils à ne pas dépasser. On vous a mis un petit tableau ici, on voit très très bien. Dans ce tableau, à partir de 85, c'est le seuil de danger. 120 dB, c'est le seuil de la douleur. Tout ce qui est en bleu, on est dans une zone confortable. On dira qu'à partir de 60, au-dessus de 60, il faut commencer à réfléchir sur certaines situations à risque. C'est pour ça que l'on intègre ces seuils dans l'évaluation, dans le DURP, l'évaluation du document unique. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, c'est équivalence à une exposition de durée de 8 heures à 80. Je vous donne l'exemple, sans protection individuelle, le bruit et les conséquences sur sa santé. Quelqu'un qui est exposé à une tronçonneuse, je vous dis voilà, on va prendre les métiers d'élagage. Quelqu'un qui est exposé 10 secondes à 115 dB, c'est le seuil d'une tronçonneuse, c'est exprimé en décibels A, ça équivaut à avoir été exposé sur 8 heures. Pour vous expliquer, c'est-à-dire sur 10 secondes, sans protection individuelle. Il aura reçu la dose de 8 heures. On prend l'exemple des machines, si vous êtes à 112 dB sur 18 secondes, 18 secondes sans protection individuelle, ça équivaut, je me répète, à être exposé sur une durée de 8 heures. Je vous donne l'exemple d'une soufflette à air comprimé. Soufflette à air comprimé, dans les process industriels, elles sont estimées entre 95 et 100 dB, une soufflette. On souffle l'équipement, on souffle le process, ça dure 3 secondes, j'en ai pas pour longtemps, je fais un aller-retour. 3 secondes, ça équivaut à être exposé pendant 8 heures.
Alors, vous multipliez ça, on va multiplier ça par 2, par 3, par 4 dans la journée. Il y aura forcément tout au long d'une carrière professionnelle une pathologie, voire peut-être une surdité professionnelle. Retenez bien ça. Alors, les marteaux-piqueurs, n'en parlons pas. Et on vous a rajouté les fameux casques pour écouter de la musique sur des smartphones, 100 dB, c'est-à-dire si vous dépassez le seuil d'alerte qui est indiqué sur votre smartphone, aujourd'hui c'est très bien cadré parce que les fournisseurs de smartphones, voire d'appareils, tablettes, électroniques, etc., vous indiquent un seuil d'alerte à ne pas dépasser. Si vous passez au-dessus, vous êtes à plus de 85 dB, voire 100 dB sur 4 minutes, retenez bien ça, ça équivaut à être exposé sur 8 heures, sans protection individuelle. Le casque auditif n'est pas considéré comme un équipement de protection individuelle. Retenez bien ça. On voit beaucoup en entreprise, j'ai le casque auditif pour écouter de la musique. Non, parce que vous allez passer au-dessus du bruit de la machine ou du chariot élévateur et vous serez sur un seuil, voire de plus de 100 dB. Donc, sur cette partie-là, retenez bien ça. Moi, tu prends les transports en commun, on entend souvent dans les fonds des wagons des smartphones à fond, vous êtes au-dessus de 100 dB, voire 110 dB. Donc, ça équivaut à, je ne vais pas vous mentir, en 1 minute à être exposé sur 8 heures. Retenez bien ça. Le temps est très important. Comme je viens de le dire, le danger d'une exposition au bruit dépend de 2 facteurs. Le niveau sonore, la durée d'exposition. Ça, faut faire très attention sur cette partie-là. Quelqu'un qui traverse un atelier de production avec des nuisances sonores supérieures à 85 dB et n'est pas protégé, il en a pour 2 minutes. Et souvent, on entend, oui, mais j'en ai pas pour longtemps, en 30 secondes, 1 minute, je traverse, je ne mets pas mes protections. Si vous avez des seuils à 100 dB, il aura été exposé. Je vais laisser la place aux médecins. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Docteur, je vous laisse la main sur le fonctionnement général. Merci beaucoup. Donc voilà, on a bien compris la différence entre le son et le bruit. Donc vous avez bien retenu que le bruit, c'est quand le son devient désagréable. Maintenant, nous allons essayer de comprendre comment ce son désagréable va être perçu par l'oreille et surtout va créer des effets sur la santé, notamment auditive. Alors, avant de vous expliquer comment ça va créer tous ces effets, on va déjà essayer de comprendre comment fonctionne l'oreille. L'oreille est composée principalement de 3 parties. Vous avez donc l'oreille externe qui est la partie visible, hein, donc celle que vous voyez avec le pavillon qui se continue par le tympan et qui se continue par le conduit auditif externe et donc qui se termine par le tympan. Ensuite, vous avez l'oreille moyenne qui va jouer un rôle très important dans la transmission du son, qui est composée principalement de 3 osselets qui vont transformer donc la vibration du son en une vibration solide qui va être transmise à l'oreille interne. L'oreille interne qui, elle, contient 2 organes super importants. On a donc le vestibule avec ses canaux sémicirculaires qui vont jouer un rôle important dans l'équilibre et la cochlée qui, elle, contient les cellules ciliées qui vont transformer donc la vibration solidienne des osselets en vibration nerveuse et donc ensuite un signal électrique par le nerf auditif et ça va arriver au niveau du cerveau. Voilà, alors maintenant que nous avons bien compris les différentes parties de l'oreille, comment est-ce que le son qui est produit va arriver au niveau du cerveau et qu'on va entendre? Le pavillon va capter les ondes sonores, donc les vibrations, comme mon collègue vous a expliqué. Ces vibrations vont être amplifiées par le conduit auditif comme une espèce d'entonnoir et vont venir stimuler le tympan, qui est au fond de l'oreille externe. Cette stimulation du tympan va créer une vibration des 3 osselets qui sont
positionnée d'une manière très particulière qui va permettre d'amplifier la vibration qui est arrivée au niveau du tympan. La vibration amplifiée donc, va arriver au niveau de l'étrier qui, lui, va aller faire vibrer la cochlée et donc vibrer les cellules ciliées qui sont dans la cochlée. Et cette vibration des cellules ciliées va créer par un processus chimique interne des cellules ciliées un influx nerveux qui va être transmis par le nerf auditif au cerveau. Et c'est cette transmission nerveuse qui va créer le son que vous allez percevoir avec le cerveau. Alors, une fois qu'on a compris maintenant comment le son est transformé de l'oreille vers le cerveau et donc entendu, nous allons comprendre quels sont les effets de l'exposition prolongée au bruit. Voilà. Au niveau professionnel, j'aimerais vous rappeler, comme mon collègue vous a montré tout à l'heure, qu'il y a plusieurs niveaux d'exposition et donc notamment dans certains métiers, donc on va avoir des expositions plus importantes. Il vous a pris tout à l'heure le cas de la tronçonneuse qui crée l'équivalent de 100 décibels en une seconde. Donc vous imaginez bien que les personnes qui travaillent notamment dans les jardinages vont être très exposées. Au niveau de la médecine du travail, il y a toute une liste de postes de travail qui sont d'office reconnus comme postes exposés, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Il y a d'autres métiers qui peuvent rajouter à ces risques-là, à condition que l'analyse de risque prouve que l'exposition est supérieure à la norme. Mon collègue va vous expliquer ça tout à l'heure. Alors, lorsque nous sommes exposés à un niveau sonore important, il va se passer plusieurs choses à plusieurs étapes. On va avoir un premier niveau d'atteinte qui est ce qu'on appelle la fatigue auditive. Au niveau de la fatigue auditive, on n'a pas de perte de l'audition, on a simplement une fatigue liée au fait d'entendre de manière continue, par exemple, un bruit désagréable dans l'oreille. Si on continue d'être exposé, petit à petit, on va atteindre les fréquences auditives pratiques et donc la perte auditive va évoluer. Et cette perte auditive va évoluer d'autant plus que les fréquences graves vont être atteintes et donc on va arriver à l'infinité, la fluidité totale. Alors, comment est-ce que le bruit, donc ce son désagréable, va créer des dégâts au niveau de l'oreille? Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé de la cochlée. Et donc, dans la cochlée, je vous ai dit qu'il y avait des cellules ciliées. Ces cellules sont très importantes. Donc là, on vous a mis dans la petite image les cellules ciliées lorsqu'elles ne sont pas exposées au bruit. Il faut savoir que lorsque nous sommes exposés au bruit de manière continue, avec un faible son ou de manière importante, un son très important, les cellules ciliées vont être soit brisées, soit être détruites complètement. Ces cellules ciliées, c'est par leur vibration qu'elles vont créer la transformation de la vibration du son en son nerveux. Lorsqu'il n'y a plus de cellules ciliées, il n'y a donc plus de vibration. Et donc, il n'y a plus de transmission du son en signal nerveux et donc de transmission au niveau du cerveau. Dans l'image qui suit, vous allez voir que les cellules ciliées sont effectivement abîmées avec l'exposition au bruit. C'est l'image suivante. Bruno, s'il te plaît, merci. Donc voilà, vous voyez les conséquences de l'exposition au bruit. Donc là, on voit par rapport à l'image précédente, vous voyez qu'il y a de moins en moins de cellules ciliées et donc comme il n'y en a plus, il n'y a plus suffisamment de vibrations et donc de transmission de l'influx au niveau du cerveau. Alors, il faut savoir que cette disparition des cellules ciliées peut être simplement due à l'âge. Donc, c'est la tuidité liée à l'âge, mais elle peut aussi être causée par d'autres causes comme des infections, mais aussi des produits chimiques. Donc, dans les maladies professionnelles, donc la surdité professionnelle, on a l'exposition au bruit tel que vous le connaissez par des machines, mais on peut avoir aussi une surdité professionnelle qui est liée à l'exposition à des substances que nous avons appelées des agents ototoxiques. On va en parler à la fin.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'atteinte des cellules ciliées va créer progressivement une atteinte au niveau auditif qui est gradée. Au début, on aura donc une fatigue auditive qui peut aussi se manifester par des bourdonnements, voire des acouphènes. Alors, attention, les acouphènes, c'est un son, un sifflement que nous entendons effectivement dans l'oreille, qui peut survenir après une exposition à un bruit important, mais il faut savoir aussi qu'il y a des acouphènes qui sont objectifs. En fait, ces acouphènes-là sont causés par des troubles au niveau de la circulation sanguine derrière l'oreille. Et donc, en fait, ce trouble de la circulation sanguine va générer un bruit qui va être effectivement entendu par la personne. Et donc, ça crée aussi un acouphène, en fait. Donc, voilà. Il faut faire un peu la différence entre cette faiblesse auditive et les acouphènes. Lorsque l'atteinte évolue, ben, on va effectivement arriver à l'assiduité professionnelle, telle que vous connaissez. Il est important de signaler que l'assiduité professionnelle est reconnue comme maladie professionnelle, hein, et est reprise sur le tableau 42 du registre général et sur le tableau 46 du registre agricole. L'exposition au bruit ne cause pas seulement des problèmes d'audition, mais elle entraîne aussi d'autres problèmes au niveau de la santé, notamment par l'augmentation du cortisol et de l'adrénaline au niveau du sang. Et donc, ce qui va entraîner des troubles cardiovasculaires, notamment de l'augmentation de la tension artérielle. Vous l'avez déjà tous remarqué lorsque vous êtes exposé à un niveau sonore élevé, donc à du bruit, surtout quand vous dormez, le fait d'avoir un son désagréable à côté de l'oreille, ça va entraîner des troubles du sommeil, notamment par le temps d'endormissement et par des réveils fréquents. Donc, du coup, on a un sommeil perturbé, non réparateur, qui va entraîner évidemment de l'irritabilité, de la fatigue, avec un risque de diminution de la vigilance, un risque d'accident de travail. Donc, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'assiduité professionnelle entraîne l'exposition au bruit professionnel entraîne une assiduité professionnelle qui est reconnue sur base de certains critères médicaux et administratifs. Et cette maladie est bien reprise dans le tableau des maladies professionnelles au niveau du tableau 42 pour le registre général et le tableau 46 pour le registre agricole. Tout à l'heure, je voulais signaler, il n'y a pas que le bruit qui peut générer une surdité professionnelle reconnue dans le tableau. Il y a certains produits autotoxiques, notamment les solvants aromatiques, le monoxyde de carbone et certains médicaments qui peuvent effectivement créer une surdité professionnelle. Il y a des études qui ont été réalisées et qui montrent vraiment une perturbation de la courbe de l'audition. Quand on réalise le diagramme, on voit bien qu'au niveau de la fréquence de 4000 Hz, on a une courbe qui est perturbée parce que ces personnes ont été exposées à des solvants aromatiques. Alors, ce qui est un peu dommage dans le suivi de la santé au travail, c'est qu'on ne pense pas toujours à cette exposition-là, qui peut aussi même en plus se cumuler à l'exposition au bruit. Mais il est important de le savoir hein, qu'il y a une surdité professionnelle qui peut être due à d'autres éléments que le bruit, notamment les agents autotoxiques. Merci docteur. Donc là, on a parlé de tout ce qui était comprendre le bruit sur la santé. Maintenant, on va parler de la réglementation qui a bougé depuis 2006, puisque antérieurement à 2006, les seuils d'exposition étaient beaucoup plus élevés. On donnera quelques exemples. Sachez que depuis 2006, l'employeur a une obligation d'évaluer dans son document unique les risques liés aux expositions au bruit. Donc, on appelle le DURP. Hein, sachez que le DURP est l'élément moteur de la prévention en entreprise.
Donc, en quelques lignes, depuis 2006, eh bien, avant 2006, on avait des seuils qui étaient basés sur 95, à ne pas dépasser. Certaines entreprises se sont plongées vraiment dans la prévention parce qu'ils ont estimé que eh bien, 95 c'était beaucoup trop élevé. Et en fonction des études épidémiologiques et en fonction des études qui ont été menées sur la surdité professionnelle, en 2006, la réglementation a énormément bougé. On va voir les seuils à ne pas dépasser. Donc depuis 2006, il y a des obligations à ne pas dépasser, des obligations d'action de prévention que l'employeur doit mettre en œuvre sur deux niveaux. Je vais vous l'expliquer clairement. Les règles de prévention pour les salariés, vous pouvez reprendre, ou pour même vous envoyer par courriel, c'est des articles du Code du travail qui sont liés du décret de 2006. C'est le R4213.5 à R4213.6, retenez bien ça. R4431 à R4437.4, le suivi individuel de l'état de santé et l'information des salariés font l'objet, enfin, depuis 2006, à des articles du Code du travail. Retenez bien l'obligation, voire le rôle de l'employeur et aussi le rôle des salariés, ça c'est très important. Hein, l'employeur met à disposition, voire préconise et oblige le port en fonction des résultats des exposimétries, oblige le port des EPI, mais aussi le salarié a une obligation de respecter ce que l'employeur met en œuvre. À tout niveau, quel qu'il soit, depuis 2006, évaluation du risque. L'évaluation du risque, donc l'employeur met en place son évaluation des risques qui est transmise au médecin du travail. Point 2, c'est la suppression ou la réduction au minimum du risque, en particulier à la source. C'est-à-dire que l'équipement de protection individuelle que l'on va voir après n'est plus prioritaire. On vous expliquera comment faire. Consultation et participation des salariés pour l'évaluation des risques, ça existe depuis 2001. C'est la participation des salariés à la réalisation du document unique. Les mesures de réduction, le choix des équipements de protection individuelle, ce que on a toujours tendance à oublier, c'est qu'on choisit un équipement de protection individuelle sans l'avoir testé sur les salariés, sans que les salariés puissent apporter leurs propres commentaires. C'est vraiment très important, ce qu'on n'avait pas avant. Le bruit dans les locaux de repos à des niveaux compatibles à leur destination. On voit très bien depuis des années en entreprise, aujourd'hui il y a une nette amélioration depuis 2006 dans les locaux de repos. Il y a encore du travail de fond à faire, c'est que certains locaux de repos se trouvent à côté des lignes de production. Mais il y a des solutions techniques. Retenez bien, c'est qu'à partir de 80 dBA, exposition moyenne sur 8 heures ou 135 dBc, en crête, retenez bien ça, c'est mise à disposition des équipements de protection individuelle, information et formation des travailleurs. Si vous vous en souvenez, c'est que moi je parlais d'à partir de 80 dB, les seuils d'exposition au bruit peuvent être nocifs pour la santé. C'est information et formation des salariés sur les risques et les résultats de leur évaluation. Les EPI, surveillance de la santé. Examen audiométrique préventif proposé, c'est-à-dire que le service de santé, à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié, on peut réaliser un examen préventif proposé. À partir de 85 dBA, on a une exposition moyenne sur 8 heures ou 137 dB en crête à ne pas dépasser. Mise en œuvre d'un programme de mesure de réduction d'exposition au bruit, signalisation des endroits concernés avec limitation d'accès. Je vous ai donné l'exemple d'une salariée qui traverse une unité de production. Si vous êtes supérieur à 85 voire 85 dB, le port de protection pour la personne qui traverse l'atelier est obligatoire. Utilisation des EPI et contrôle de lui, c'est-à-dire les audiogrammes, etc. Ils nous ont rajouté à partir de 87 dBA, c'est exposition moyenne sur 8 heures ou 140 dBc en crête à ne pas dépasser en aucun cas. C'est-à-dire avec l'équipement de protection individuelle, on ne dépasse pas 87 dBA. On tient compte de l'atténuation de l'équipement de protection individuelle, le PICB, protection individuelle contre le bruit, et on impose des mesures de réduction d'exposition sonore immédiate. C'est-à-dire qu'à partir de 87, voire au-dessus de 85, il y a un plan d'action à mettre en œuvre. Tout ça, vous devez l'intégrer dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. En complément de cette réglementation, vous avez des normes qui existent. En quelques lignes, vous pourrez lire ces normes ou les acheter. Hein. Sachez que les normes ISO, ce sont
faut faire le distinguo entre la norme ISO et la norme AFNOR. Vous avez la réglementation, c'est une obligation, l'employeur ne peut pas y déroger. Les salariés doivent respecter ce que l'employeur, en fonction de ses résultats du document libre, doit respecter le port du PICB, voire de réduire le bruit à la source. Mais aussi, vous avez des normes. Des normes, c'est un consensus. La norme ISO, c'est un consensus approuvé par un organisme connu qui fournit par des usages communs, je vous le dis, et répéter des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités où leurs résultats garantissent un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Pour faire simple, c'est simplement, vous avez des normes qui existent et qui vous expliquent certains seuils à ne pas dépasser. Les équipements de protection individuelle font partie des normes AFNOR. Vous avez aussi des équipements et d'autres contextes réglementaires, mais vous avez aussi des exemples pour le bureau, un certain seuil à ne pas dépasser, ce qu'on appelle le confort. Je vous donne un exemple, les travails sur écran, c'est 55 dB, le travail intellectuel non gêné, c'est 52 dBA, et un centre d'appel, c'est 55 dBA. C'est-à-dire, ce sont des standards qui sont mis à disposition des employeurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ont l'obligation de respecter, mais c'est-à-dire pour éviter tout contexte, hors contexte réglementaire, de bien vouloir s'adapter à ces normes existantes. Je vous donne un exemple en entreprise, c'est un salarié qui travaillait il faisait de la DAO, voire de l'engineering, et l'entreprise à côté, elle provoquait des nuisances sonores, mais sur des basses fréquences. On était à 60-65 dB à 2 km. Eh bien, il y a eu une mise en demeure, donc il était en dessous, tout le monde était en dessous, hein, il y avait 60 dB, on était en dessous de 80, mais en jurisprudence, ils ont démontré que tout compte fait, il ne pouvait pas se concentrer à son propre travail, donc là, il avait besoin de se concentrer, et la mise en demeure, c'était à l'entreprise de mettre en place un plan d'action pour revenir sur une norme de 55 dBA. Donc ça a été pris en compte, et puis bon, l'entreprise a engagé un plan d'action sur du long terme, hein, on a bien expliqué, mais ça lui provoquait une gêne acoustique. Ça c'est important qu'il faut prendre en compte. Ce sont des résultats qui sont vraiment très très importants à prendre en compte. Et après, une fois qu'on a terminé tout ça, eh bien, vous allez rentrer dans un plan d'action. Je me répète, en premier temps, on va évaluer. En deuxième temps, on va prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire qu'à partir de là, une fois que vous avez évalué, vous allez intégrer dans votre plan d'action votre évaluation aux nuisances sonores, vous allez engager un plan d'action, vous allez réfléchir à ce que vous avez mis en place et ce que vous allez mettre en place, et vous allez mettre en place un plan d'action. Quelques préconisations sur les nuisances sonores. On vous rappelle en quelques lignes, hein, les 9 principes généraux de prévention, ils sont clairs. C'est valable aussi bien pour toute activité professionnelle. C'est lié au code du travail. 1. J'évite les risques. 2. Je vais évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Je vais combattre les risques à la source. Dans le bruit, je vous donne un exemple en quelques mots. Si vous achetez une machine, assurez-vous que le niveau sonore de la machine soit le plus bas qu'il est techniquement possible. Si vous achetez une machine, déjà le moteur, voire le compresseur fait 95-100 dB, il va falloir que vous engagiez un plan d'action pour le ramener réglementairement en dessous de 85 dB, voire 80 dB. Aujourd'hui, les fournisseurs de compresseurs, ils ont largement travaillé sur des nouvelles technologies, et aujourd'hui, vous avez des compresseurs à air comprimé, ils tournent aux alentours de 70 dB. Ensuite, je vais adapter le travail à l'homme, que vous connaissez. Je vais tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Ça, c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, on a des technologies, on vous donnera quelques exemples. Les soufflettes à air comprimé, ils sont en dessous de 70 dB, alors que dans les années 80-90, ils tournaient aux alentours de 105 dB. On va remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. On va éviter les risques et on va prendre des mesures de protection collective en priorité, en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. La protection individuelle, c'est tout ce qui va être résiduel. Tout ce que vous, entre guillemets, tout ce que vous ne pouvez pas mener dans votre plan d'action, au bout d'un moment, vous aurez du résiduel, et là, vous allez prioriser la protection individuelle. Et on va donner des instructions appropriées aux salariés, c'est-à-dire une fois que vous avez mis tout ça en place, on va informer et former sur les risques liés au bruit.
Quelques préconisations. On vous donne quelques exemples. Hein. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Des exemples qu'on mène en entreprise et qui fonctionnent très très bien. Hein. Je vous donne l'exemple des soufflettes à air comprimé, hein, où vous avez des cloisons hein, qui peuvent être installées en fonction des résultats de votre cartographie, hein, des résultats d'exposimétrie. Hein. Je vous donne des cloisons. Vous avez des soufflettes à air comprimé, bien sûr, équipées de silencieux aujourd'hui. Hein. On a une réduction, ça c'est très très bien, parce que ça fonctionne très très bien, de 43% avec un niveau sonore de 60 dBA, et vous avez une éco-énergie de 50%. C'est-à-dire que là, vous êtes en dessous de 105, parce qu'une soufflette, comme je le disais, c'est entre 95 et 105, et vous avez des nouvelles technologies qui vous ramènent en dessous de 80 dB. Vous avez des tuyaux à air comprimé, hein, quelques exemples, ouverts, qui peuvent être connectés à des bus de soufflage. Vous avez une réduction de bruit de 69, du bruit de 69%, et vous êtes en dessous de 80. Tous les fournisseurs aujourd'hui ont travaillé sur la réduction du bruit. Vous avez les bureaux aussi, hein, dans les calls, ce qu'on appelle les call centers. Aujourd'hui, vous avez des limiteurs de bruit, voire de crête, qui ne dépassent pas 120 dB. Vous avez des seuils qui sont en dessous et vous avez des atténuations de ça, c'est mis en place dans certaines entreprises, ça fonctionne très très bien. Dans le concept de vos bâtiments, l'engineering, eh bien, vous pouvez commencer déjà à réfléchir sur l'isolation du sol. Vous avez les moquettes, hein, vous avez certaines moquettes qui absorbent le bruit, vous avez des cloisons, vous avez des plafonds absorbants de bruit. Et puis, dans certains call centers qu'on installe ou dans certains bureaux, eh bien, notamment sur de la vente en ligne, eh bien, ils ont installé des systèmes d'alarme, ce qu'on appelle noise gate, qui, sous la forme d'un oreille, quand l'oreille est ouverte, eh ben, vous êtes en dessous des seuils, quand ça passe au orange, ça demande aux salariés de baisser légèrement le volume. Et vous avez sur le site de l'INRS hein, quelque chose que vous pouvez consulter, hein, c'est en ligne, eh bien, vous présente des solutions concrètes permettant de réduire l'exposition au bruit. Vous avez les cahiers des charges, vous avez tous les documents, vous avez les calculs, etc., qui vous permettent d'appréhender le bruit dans votre entreprise ou dans votre établissement, y compris les boulangeries, y compris la métallurgie, etc. La liste n'est pas exhaustive, mais vous avez aussi, enfin on se répète, le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire qui peuvent vous apporter des solutions techniques. Alors, on a parlé de travaillement à la source, protection collective. Eh bien, le premier objectif, c'est de réduire le bruit à la source. Retenez bien ça. C'est parce que, pour bien vous expliquer, si vous êtes au-dessus de 85 dB, voire des machines à 90 dB, des équipements 95 dB, ça va être très très compliqué de réduire le bruit en dessous de 85, voire de 80. Vous allez engager dans votre cahier, dans votre plan d'action, parfois des sommes astronomiques pour ramener en dessous de 85 dB, voire 80. Donc, pour agir sur la propagation du bruit, il y a des solutions techniques qui existent, votre cahier des charges. Il y a aussi la maintenance, ça c'est très très important de prendre en compte la maintenance. Des fois, il y a des équipements, il suffit de changer un joint, il suffit de colmater une fuite d'air, il suffit de graisser, de lubrifier. La maintenance préventive, elle est vraiment très très importante de se poser et on s'aperçoit qu'en faisant de la maintenance préventive, le matériel, une fois qu'il est bien huilé et bien entretenu, il fait beaucoup moins de bruit. Le matériel vieillissant ne pourra pas le changer. Vous avez des équipements qui durent depuis 30 ans, 40 ans, voilà. Mais de commencer à travailler sur des nouvelles générations de techniques qui existent chez certains fournisseurs. On va agir, comme je le disais, sur le matériel. Une fois qu'on a agi sur le matériel, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, vous allez vous retrouver sur le bruit résiduel. Eh bien, le bruit résiduel, vous avez des zones de travail qui sont en dessous de 80, mais vous avez aussi des zones de travail, un claquement, une presse, eh bien, vous êtes au-dessus de 80, 85, voire 90. Là, on va commencer à protéger. On va mettre des PICB, protection individuelle contre le bruit, et ils seront choisis, vigilance, de façon à éliminer le risque ou à le réduire au niveau le plus bas qu'il est techniquement possible. C'est-à-dire que l'équipement de protection individuelle doit être choisi aussi en fonction des résultats de votre exposimétrie.
certaines entreprises où ils choisissent l'équipement de protection individuelle, mais les exposimétries n'ont pas été réalisées, ou alors les mesures de bruit n'ont pas été réalisées. Simplement, c'est soit ils sont en dessous et la protection fonctionne bien avec la réduction de ce qu'on appelle le SMS, qu'on verra après, soit le pays n'est pas adapté. Ou soit on protège trop. Et si on protège trop, eh bien on n'entend plus les signaux d'alarme, les signaux d'alerte, et on n'entend plus les chariots fonctionner dans l'atelier ou la machine. Donc il faut choisir le juste milieu. Donc je reviens un tout petit peu en arrière. Nous on préconise pas, c'est simplement on vous donne quelques exemples sur des systèmes qui fonctionnent bien. Ce qu'on appelle le peltor, ce qu'on appelle les coquilles, ça fonctionne bien, mais vous verrez que c'est assez compliqué à maintenir en état d'hygiène irréprochable. Ce système-là fonctionne bien parce que c'est un arceau, ça fonctionne bien, je me répète, en fonction des résultats de votre évaluation et en fonction des résultats de votre dosimétrie. Les embouts moulés, ça c'est une technologie de pointe, et ça fonctionne très bien. Et je vais parler un peu de coûts financiers, c'est pas plus cher que d'acheter une boîte de 100 pièces de ce type d'Appletor ou des AirCaps. Simplement que ces types, on verra juste après, ces types de protection sont vraiment idéales pour travailler dans tout type de nuisances sonores en production, en boulangerie, même dans les bureaux, hein, dans certains bureaux, les call centers, malgré qu'on travaille, ben sur le résiduel, vous avez des personnes qui les portent. On va déconseiller ce type de bouchon. C'est bien pour passer dans un atelier, c'est bien pour échanger. Ce type de bouchon, premièrement, lorsqu'il est mal positionné, on le voit bien, eh bien vous avez une fuite et si vous avez une nuisance sonore à 85 dB, vous aurez les 85 dB, vous serez exposé. Ça demande une technique, c'est la mousse expansée, polyuréthane expansé, ça demande une technique pour positionner, et puis au niveau hygiène, nous on ne déconseille pas. Au niveau hygiène, vous pressez le bouchon avec les doigts sales et vous venez intégrer un corps étranger dans le conduit auditif. Donc nous, en termes de santé au travail, on va plutôt préconiser, bien sûr, il y a d'autres technologies que ce type de technologie. Retenez bien ça. Voilà. Quelques préconisations sur des embouts moulés. Nous, on n'est pas là pour vendre de l'embout moulé. On est là simplement pour parler des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, aujourd'hui, c'est une empreinte réalisée au niveau de l'oreille. En fonction des résultats de votre évaluation du risque bruit et en fonction des résultats de votre exposimétrie, eh bien, on va juste changer le filtre ici, qui c'est un petit filtre, et c'est très bien fait. Et à partir de là, il est adapté à l'activité réelle du salarié de l'entreprise. On a des filtres avec une réduction sonore de 12 dB, 17 dB, 23 dB, 25 dB. On a des systèmes qui sont connectés, Bluetooth, nouvelle technologie aussi. Hein. Et puis, nous, on les a déjà placés en entreprise. Hein. On voit très bien, vous avez les hologrammes, les petits schémas juste en dessous, production, call center et téléphone. Moi, je les ai portés à titre personnel, ce qu'on appelle le Clear, pendant 20 ans. Vous oubliez ce type de protection individuelle lorsque vous allez dans les bureaux des responsables de production, lorsque vous intervenez dans les bureaux de la direction en production. Vous entendez les signaux d'alarme, vous entendez les signaux d'alerte, vous entendez les machines fonctionner tout en étant protégées. On a quelques exemples, hein, bouchon d'oreille, c'est vraiment un exemple, c'est pour bien vous préciser la valeur d'atténuation, ce qu'on appelle le SNR. Là, vous avez sur ce type de bouchon, c'est pour ça que bien choisir son équipement de protection individuelle en fonction des résultats. On a par exemple une valeur d'atténuation sur un SNR de ce qu'on appelle le SNR, c'est indique la valeur d'affaiblissement global sur l'ensemble des fréquences d'essai. On a basse fréquence, moyenne, haute fréquence. Haute fréquence, pour vous expliquer, je suis à 100 dB, j'ai besoin de me protéger en fonction des résultats. On voit très bien qu'à 2000 Hz, on a des lésions auditives, les basses fréquences aussi. Sur les crêtes, on a des lésions auditives, voire une surdité professionnelle. Et bien, en fonction des résultats, on choisira le SNR adapté à votre protection individuelle.
Si vous avez, par exemple, 100 dB, pour un SNR, allez, je vais vous faire à 30 dB en valeur basse, eh bien, vous enlevez 30 dB sur 100. Vous serez voire ne pas trop monter sur des hautes fréquences, enfin, je me répète, parce que vous allez rentrer dans un environnement, vous allez vous isoler dans l'environnement de travail, c'est ça que je veux dire. Alors, j'ai quelque chose à rajouter, c'est que le choix de l'équipement de protection individuelle est réalisé avec le salarié, on met dans la boucle le médecin du travail. Le médecin du travail a besoin d'avoir un regard sur votre évaluation du risque, quel qu'il soit. Dedans, on doit pouvoir retrouver, si nécessaire, et en fonction du bruit dans votre entreprise, eh bien, risque bruit, faible, moyen, fort. Les plans d'action, le médecin a un regard. Vous allez choisir l'équipement de protection individuelle adapté à l'activité, je parle d'équipement résiduel, et le médecin du travail a un regard aussi sur le type de protection individuelle. Voilà. On prend l'exemple des casques Petork qui fonctionnent très bien, sauf que ce type de protection, on le voit très très bien sur le terrain, c'est qu'il reste dans les ateliers, et puis ça protège bien contre les nuisances sonores, hein, en fonction des résultats et en fonction du SNR, mais demande un entretien après chaque utilisation et une maintenance périodique. En particulier, on va remplacer les coussinets. On voit très très bien les coussinets qui sont craquelés. La mousse qui se trouve à l'intérieur, comme l'a dit le médecin tout à l'heure, eh bien, sur les produits, on peut avoir des solvants, on peut avoir des poussières. Eh bien, ces poussières viennent se déposer sur la membrane et voir à l'intérieur. Donc, ça demande quand même une maintenance périodique. Alors, quand faut-il mettre les PICB? Alors, nous, c'est très simple. Le PCB, on ne le met pas dans une zone bruyante. Quand lorsque vous rentrez dans une zone bruyante, il est déjà trop tard. Vous êtes exposé. On l'a vu tout à l'heure en amont, c'est quelqu'un qui va utiliser de l'air comprimé. Je vous dis l'exemple, 105. Si vous mettez à l'intérieur de l'atelier, vous avez 105, vous êtes exposé. Donc c'est avant de pénétrer dans une zone bruyante, je pose mon PICB dans une zone calme. Quand faut-il le retirer? On pose le PICB dans la zone bruyante, on ne retire pas le PICB pour écouter le responsable de prod ou le chef d'atelier vous parler dans une zone bruyante et enlever le PICB. C'est le PICB, dès que vous le retirez, on voit très très bien sur la photo, si vous le retirez, vous êtes exposé. L'exemple du parapluie, hein, je mets le PICB, je suis protégé, j'enlève le PICB, je suis exposé. Eh bien, c'est après avoir quitté une zone bruyante, on va le retirer dans une zone calme. Des signalisations, on voit très bien. 80, pas d'obligation. 85, zone bruit, avertissement. Donc là, dans le plan d'action d'élévation des risques, souvent dans les rapports, on l'indique, attention, avertissement, zone bruit supérieure à 85, obligation. Merci de porter votre casque anti-bruit. Très important, pourquoi l'obligation? Le fond du panneau est bleu, parce que c'est du réglementaire. Le bleu, c'est une obligation. Donc vous verrez tout ce qui est bleu en entreprise, vous avez l'obligation de porter, voire d'utiliser des protections qui sont mises en œuvre. On voit aussi quelques exemples, vous avez des signalétiques bruit, rouge, ça c'est souvent bruit interdit, zone calme. Pour terminer, accompagnement d'horizon santé-travail, nous, avec le médecin d'abord anime et coordonne son équipe pluridisciplinaire, le médecin est votre conseiller. Nous, on accompagne les entreprises. On fait, lorsqu'on a une demande de l'entreprise, lorsque l'entreprise a réalisé son évaluation des risques, Horizon Santé-Travail accompagne aussi dans l'évaluation du risque des URP. Eh bien, si toutefois, à la demande de l'entreprise, voire par le biais du médecin du travail, on observe des signaux, on observe des nuisances ou des expositions au bruit, eh bien, le biais du médecin du travail, il peut enclencher l'équipe pluridisciplinaire et on enclenchera une métrologie. Ça s'échange entre le directionnel, ça s'échange entre le médecin du travail et aussi en fonction des résultats, je me répète, de l'évaluation des risques, c'est bien démontré qu'il y a un risque d'exposition au poste de travail. Ce
Ce que fait Horizon Centre de Travail, ben, nous on se déplace, on va vous faire une cartographie, on va vous présenter la demande, on vous fera un diagnostic avec le médecin, des relevés de niveau sonore, c'est très très important, donc on vous fera du ponctuel et aussi sur des postes de travail. Nous, une fois qu'on aura réalisé les relevés de niveau sonore, on fera une analyse spectrale, c'est-à-dire qu'on va analyser les courbes et on va identifier les sources bruyantes. C'est-à-dire si par exemple vous avez un martelage sur une machine, vous avez un claquement ou une nuisance sonore sur de l'air comprimé, eh bien on analysera cette période. On vous fera des préconisations, le médecin du travail sur le suivi de santé éventuel, et il y a aussi l'atelier d'information et de sensibilisation, voire l'accompagnement qui va derrière. Ça, c'est le rôle de votre service de santé travail, d'enclencher. Et puis après, vous avez l'accompagnement à long terme que l'on met en œuvre. C'est-à-dire le suivi, l'accompagnement, et aussi des fois des échantillons, etc., qu'on apporte avec certains fournisseurs pour vous accompagner dans l'amélioration des conditions de travail. On a des supports, hein, alors les supports sont disponibles sur le site internet, hein, je ne fais pas, vous l'avez juste en dessous, hein, Horizon Santé Travail, vous connectez, vous avez des fascicules, des flyers. On met en place des fascicules bruit, on réalise des films, des vidéos, des plaquettes et on vous présente le matériel de métrologie. Hein. Donc quand on réalise, nous, du côté préventeur, on n'a pas d'accréditation, mais on va se baser sur des calculs normés de façon à se rapprocher le plus près possible des normes existantes. Un point de vigilance, si votre atelier fait énormément de bruit, l'inspection du travail, en cas de contrôle de l'inspection du travail, c'est très très important, il peut vous demander de réaliser dans les plus brefs délais, hein, voire un délai peut-être de mise en demeure, je ne le souhaite pas, et bien de réaliser des mesures de bruit par un laboratoire accrédité. S'il y a un manquement dans l'évaluation du risque, il peut le demander. Voilà, vous avez quand même pas mal de supports, pas mal de films et vidéos, le médecin du travail, son équipe pluridisciplinaire à disposition pour vous accompagner. On rappelle un petit peu nos services. Métrologie, vous voyez, bruit, lumière, température. En ergonomie, on a des ergonomes, études de poste, travail sur écran, aménagement des espaces de travail. Les troubles musculo-squelettiques, ça, c'est le quotidien chez nous. Hein, maintien dans l'emploi, les risques psychosociaux, les accidents du travail. On accompagne dans les chutes de plein pied et chutes de hauteur. On fait passer quelques messages. Les risques routiers. On a une équipe qui est liée au risque routier, l'organisation, l'alcool, drogue. Le risque chimique, c'est plutôt dans notre domaine, avec des expositions de pictogrammes, accompagnement dans l'évaluation du risque chimique, les équipements de protection collective et individuelle. Il y a aussi, du côté, je sors un petit peu de mon contexte, dans certaines situations, de l'amélioration des conditions de travail vers des aides financières de la CRAMIF. Et puis on travaille aussi de l'hygiène de vie, travail de nuit, etc. Sachez que le médecin du travail n'est pas tout seul, il y a une équipe qui est derrière, mais on répète toujours sous l'autorité du médecin du travail. Les outils, les conseils d'information, l'actualité, elle est riche et relayée. Hein. Il y a notre site internet, les réseaux sociaux. Hein, vous aurez le module de sensibilisation sur YouTube. 40 thématiques de fascicules, journal papier trimestriel, des newsletters, des vidéos pédagogiques. Tout ça est disponible chez Horizon Santé Travail. Voilà, on a mis pas loin même pas 1 heure, 57 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions vis-à-vis du médecin du travail ou de moi-même sur les parties techniques. Comment vous accompagnez dans l'évaluation du risque bruit, les nuisances sonores, les équipements de protection collective, individuelle, cahier des charges. On vous laisse vous prononcer, vous tapez votre message et on va essayer de vous répondre, même en dépassant les 60 minutes. Docteur, vous voulez peut-être dire quelque chose? Alors, juste pour compléter un peu la partie médicale et éclairer un peu par rapport au suivi médical. Donc, après avoir eu le résultat de l'évaluation des risques de l'employeur, comme mon collègue l'a dit, en fonction donc des postes de travail sur lesquels on a défini
l'exposition au-delà de 85 décibels, il y a une surveillance de santé obligatoire, hein, c'est le protocole de l'INRS qui dit. Et donc, les collaborateurs vont avoir à réaliser un audiogramme au cours de leur visite médicale, lors de la première visite, dans la visite d'embauche et au cours des visites périodiques. Voilà, pour les postes de travail pour lesquels l'analyse de risque n'a pas démontré la présence d'un niveau sonore élevé, on peut aussi réaliser des audiogrammes sur demande ou suite à l'apparition de troubles de l'audition sur le collaborateur en question. Voilà, et pour compléter ce que vient de dire le médecin du travail, c'est que le bruit n'est plus classé en suivi individuel renforcé ou en SMR dans les années, avant la réforme de la médecine du travail. Mais non, c'est qu'aujourd'hui, il rentre dans le cadre de la pénibilité en fonction du nombre d'heures exposées. Retenez bien ça, puisque la pénibilité au travail doit être prise en compte et dont le bruit en fait partie. Retenez bien ça. C'est vraiment très très important de ne pas oublier et de bien tracer, hein, de bien tracer les expositions, puisque aujourd'hui on est dans une médecine de traçabilité, l'employeur doit aussi tracer. Et si nous n'avons pas toutes les informations, le médecin ne peut pas se prononcer sur la partie médicale. Nous, en tant que préventeur, on interviendra toujours et on a de votre côté pour essayer de comprendre, même si vous n'avez pas identifié, on arrivera à identifier quand même une source bruyante. On arrivera à identifier les écarts qui sont constatés dans vos installations, ça, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut se baser que sur les résultats de votre évaluation des risques. Et c'est l'élément moteur qui permet au médecin du travail d'appliquer son activité de prévention lors des visites médicales, mais aussi du côté des préventeurs. Pourquoi? Parce qu'on peut se baser, on observe beaucoup en entreprise des écarts qui sont constatés sur des équipements de protection individuelle, je me répète, et souvent, lorsqu'on a votre évaluation, les résultats, on arrive à ajuster les équipements de protection individuelle. Voilà. Des fois, c'est sous-estimé, surestimé, mais le juste milieu, c'est ce qui équivaut. Voilà. Et on parle de traçabilité. Hein, de traçabilité. Voilà, retenez bien en compte que le bruit fait partie de la pénibilité au travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Dites-nous si ça a été clair, précis. Enfin, si vous êtes suivi par l'horizon santé travail, ou quel qu'il soit. Voilà, contactez le médecin du travail pour vous apporter de plus amples informations.